Sensibilisation. Interview. Métier. Exploration. Découverte. ENS. Vallée du Fossat. Biodiversité. La classe de 3e 3 du collège de la Durolle à la Monnerie-le-Montel vous présente Le Fossat vous attend. Chaque trimestre, nous allons partir ensemble à la découverte de la vallée du Fossat, un espace naturel sensible à travers différents métiers. Nous avons à cœur de vous sensibiliser à ce milieu et de vous donner envie d'y aller. Ce projet est financé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et réalisé en partenariat avec le Parc régional naturel du Livradois-Forez. Il y a un côté un peu poésie. Ouais. Il y a un ancien berger qui parlait des petites fées sous les cailloux et un peu les étoiles. Et en fait, il y en a, c'est sûr, sur la montagne, je vous jure qu'il y en a. Il y a quelque chose qui se passe ici et faut le regarder. Vous ne l'aurez pas comme ça dans les yeux, il faut vraiment prendre le temps. Quand vous partez, les couleurs du soir, les Alpes le matin, des fois pas tous les matins. Et l'automne qui arrive, le printemps, c'est tout jaune, il y a les jonquilles mais il y a le brouillard de printemps. Quand on est dans le chemin, d'un coup la forêt s'arrête et laisse place à des prairies de montagnes aux formes arrondies. On ne voit plus de fougères, mais des buissons de myrtilles, de la calune, des genêts poilus. Les monts du Forez sont une chaîne de montagnes qui s'est formée suite à des mouvements tectoniques lors de la formation des Alpes. Les sommets des monts du Forez sont appelés Haute-Chaume et le plus haut sommet, Pierre-sur-Haute, culmine à 1634 mètres. Et qui nous accompagnera tout au long de ce 3e podcast ? Pour ce dernier podcast, nous allons prendre de la hauteur et partir à la rencontre d'Esteban Guenec, berger sur les Hauts-de-Chaume. Nous découvrirons les diverses facettes de son métier et l'évolution du milieu grâce aux échanges entre Esteban, Audrey-Jean et Mathieu Missonnier. Vous retrouverez la Mimi de Jean-Claude qui, cette fois-ci, ne sera pas seule. Et enfin, si vous n'êtes pas encore convaincu, à la manière de Marie Colo, une autrice que nous avons rencontrée, nous vous donnerons les 67 raisons d'aller au Fossat. Bonjour tout le monde, bienvenue à Montialier, donc sur mon estive. Donc je suis berger, je m'appelle Esteban. J'ai 1200 brebis en responsabilité pendant 5 mois. Sur une montagne qui fait à peu près 400 hectares. Du coup c'est ça, je suis berger l'été et tondeur de brebis l'hiver. Donc je tonds les brebis l'hiver, je m'occupe des brebis pour leur laine. Et l'été, je les garde. Donc voilà, après une journée d'un berger, c'est se lever tôt et avec le soleil, avec les brebis, voir celles qui vont bien, celles qui ont besoin de soins. Les emmener manger en respectant aussi le biais des brebis. Alors le biais des brebis, c'est leur trajectoire, elles ont un sens, elles ont une manière de manger la montagne. Et je suis là pour les mener et aussi un peu me faire mener. Du coup voilà, c'est une alchimie entre les deux, c'est regarder et garder les brebis. Et donc je fais ça toute la matinée. Ensuite les brebis, c'est des ruminants. Donc elles vont chômer, elles vont ruminer. Elles se couchent, elles s'allongent et puis elles ruminent. Et en fonction de la chaleur de la journée, elles vont redémarrer plus ou moins tard. Et on refait pareil le soir jusqu'à ce qu'elles aient plus faim et qu'il fasse nuit. Et voilà, et puis après moi je m'occupe de moi aussi. J'ai l'eau, l'électricité. Mais voilà, il faut que je lave mon linge, il faut que je fasse mes courses, il faut que je prenne soin de moi, etc. Donc c'est des grandes journées. Je suis logé dans une jasserie qui s'appelle la jasserie de la Jacine. Les jasseries ou les jasses ont été construites pour l'élevage. C'est au 19e siècle qu'il y en a le plus. Les jasseries servaient la nuit pour abriter le troupeau, les femmes et les enfants. À l'époque, c'était elles qui gardaient les troupeaux et qui fabriquaient la fourme d'Ambert. Ces pratiques agro-pastorales ont duré jusqu'à la fin des années 1950. Donc voilà, je reprends une estive qui existe depuis très longtemps. Le métier de berger existe depuis très longtemps. Donc je travaille comme les bergers d'avant. Et donc voilà une estive qui regroupe 6 éleveurs qui sont principalement du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Et donc qui me confient leur troupeau pendant toute la durée d'estive. Donc on monte au printemps et on descend à l'automne, environ 15 mai, 15 octobre. Alors mon troupeau transhume, mais plus comme dans le temps. Elle transhume plus d'aussi loin parce que on a inventé les camions. Avant ça, il y avait le réseau ferroviaire. Par exemple, dans le Cantal, toutes les lignes de chemin de fer étaient utilisées à 80% que pour le bétail. Là où il y avait une gare, il y avait forcément des fermes, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on transhume, on monte que le matin. On a 3-4 heures de marche. Je mets 700 brebis sur la route.
Et pareil dans l'autre sens. Alors soit dans les Alpes on dit on démontagne, on descend de la montagne et nous on dit on fait la dévalade. Donc là je vais en mettre moins sur la route, mais on va quand même redescendre à pied sur la commune de Vertolaye. Ce qu'on appelle la transhumance, c'est le déplacement des troupeaux depuis la vallée jusqu'à l'estive, au mois de mai, puis le retour en octobre. L'estive, c'est le nom du pâturage de montagne exploité pendant l'été. Mon troupeau, c'est un élevage ovin-viande, donc elles vont produire des agneaux. En ce moment, il y en a qui naissent là. Alors vous les verrez pas parce qu'elles sont à l'abri et puis elles sont pas très contentes. Mais c'est un élevage de production viande. Donc voilà, c'est des brebis qui connaissent le pâturage, qui mangent très bien. C'est un peu des gros gabarits, mais elles n'abîment pas la montagne pour autant. Il faut faire attention à ça, à pas toujours passer tout le temps au même endroit, parce qu'il y a l'érosion de la montagne. Mais voilà, c'est une race rustique, qui est pas très lainée, qui est toute blanche. Vous en avez peut-être déjà vu. Et au milieu de toutes ces brebis-là, j'ai quelques noirs, quelques brebis croisées, donc ça me permet de les compter. Alors pourquoi on les amène ici ? C'est tout bête, c'est parce qu'il y a une montagne à faire manger, c'est-à-dire que la montagne permet aux éleveurs de valoriser du pâturage et aussi ça leur permet de valoriser le pâturage qu'ils ont en bas de la montagne. Pour le 3/4 d'entre eux, ils vont faire des foins ou alors ils vont faire manger les vaches lorsqu'il y a des vaches laitières ou des choses comme ça. Mais la montagne pour les éleveurs c'est une richesse, c'est-à-dire que vous l'avez vu, il y a des années de sécheresse, il y a des besoins en fourrage importants pour des troupeaux comme celui-là, 1200 brebis ça mange beaucoup. Donc voilà, pour les enjeux agricoles, ils viennent faire manger la montagne et en même temps ça permet aux bergers de faire manger la montagne. Alors je vous l'ai pas dit, mais pourquoi on vient là aussi, c'est parce qu'il y a des diagnostics pastoraux. On n'a pas dit tiens on va faire manger ce bout de caillou là au pif quoi. On n'a pas dit on va les mettre là, il n'y a plus rien à manger mais on va quand même les mettre. On les met ici parce qu'il y a des besoins environnementaux. Ça s'appelle un diagnostic pastoral ou une étude de faisabilité. On va voir s'il y a de l'eau, on va voir s'il y a à manger, etc., etc. Et ensuite, dans le temps, ils ont choisi de mettre les brebis ici. Le diagnostic pastoral, c'est l'analyse des quantités disponibles de nourriture sur les pâturages et les quantités mangées par les troupeaux. Ce diagnostic permet de définir les tailles des troupeaux qui vont monter et le temps passé sur les pâturages. Et pour finir, nous aimerons connaître votre sentiment quand vous montez ici. Ah, je suis content de venir, je suis content de partir. Je suis content d'être là parce que tout l'hiver j'ai la tête en haut un peu et tout l'été je pense aussi en bas. Je quitte jamais vraiment la montagne, mais je suis content d'être là parce que c'est les vacances pour les brebis et c'est aussi mon gagne-pain. Je vais pas vous le cacher, je gagne ma vie comme ça aussi, je suis payé pour le faire, donc je vais rattaquer ma saison et ça me lève bien le matin et ça me couche bien le soir aussi. Voilà. Je suis content d'être là, ouais. Content de vous recevoir. Après, il y a des années plus difficiles que d'autres, avec des difficultés environnementales, sanitaires, autres. J'ai eu un chien cette année qui s'est blessé, mais ça arrive. Je me suis blessé aussi, mais ça arrive aussi. Donc voilà, je suis content d'être là. Mais content de partir aussi, parce que la nature, elle va nous dire de nous en aller. On va pas rester là jusqu'à Noël. Voilà. La nature, elle va nous chasser. Et elle va chasser les brebis aussi. Merci Stéphane pour nous avoir permis d'imaginer ta vie de berger. Poursuivons maintenant ces échanges, notamment sur les changements climatiques avec Audrey Jean et Mathieu Missonnier. Quand on est berger, on a moult métiers. Il faut être climatologue, vétérinaire, botaniste, tout. Qu'est-ce que tu préfères ? Ou qu'est-ce que tu aimes le moins, ou les deux ? Oh, qu'est-ce que je préfère ? Ouais, c'est vrai qu'il faut plusieurs casquettes, c'est vrai. Il faut être un peu multi-visage. Ouais. Alors par contre, je sais que je le dis, je suis pas vétérinaire. Je travaille avec les vétérinaires, même à la montagne. Alors ce que j'aime le plus, c'est garder mes brebis, voir mes chiens travailler, voir les brebis manger en fait. Parce que c'est 80% de mon boulot, c'est regarder les brebis. Voilà, j'ai mes fesses assis quelque part par là et je regarde mes moutons. Ce que j'aime le moins, c'est les orages. Voilà, ce que j'aime le moins, c'est me faire cogner par les orages. Ça m'est arrivé et on fait pas les fiers. Il n'y en aurait pas, ça serait bien. Moi j'ai une autre question à te poser. La question sur la météo dont tu es en train de parler, ça appelle des questions sur le climat. Comment est-ce que le changement climatique, toi tu le vis en sachant que tu es en première ligne avec tes animaux ? Alors le changement climatique, je le vis par ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, en partie par rapport à l'eau. L'eau qui en surface diminue. C'est vrai, on voit la différence entre l'hiver et l'été. Alors ça c'est normal, ça descend un peu. Mais j'ai pas énormément de recul là ici sur la montagne, mais en discutant avec les anciens, on le voit, on voit que l'eau diminue. Ensuite, je vois qu'il y a des espèces, on en parlait la dernière fois, des espèces qui montent en altitude, des espèces, la flore,
qui montent en altitude. Donc voilà, on a des types de pelouses, on a des types de végétation qui en fait n'étaient pas là à cette altitude et qui montent, par exemple la fougère, par exemple, qui n'était pas là à une certaine altitude avant. On voit aussi que les étés sont beaucoup plus chauds, donc les brebis vont manger beaucoup plus la nuit. Et ça, pour le berger, c'est un peu handicapant parce que la nuit, je ne les garde pas, mes brebis. Donc il faut leur prévoir des endroits de couchage où elles ont à manger. Et la montagne ici est bien fichue parce que j'ai des parcs. J'ai environ un tiers de la montagne qui est parquée. Quelle est la particularité du climat au Fossa? Le climat a une particularité là-bas, il pleut 2 fois plus qu'à Clermont-Ferrand à cause de l'effet de fun. Ce sont des masses d'air humide venant de l'ouest et portées par les vents dominants. Les nuages arrivent de l'océan. Quand ils rencontrent les montagnes, ils provoquent des précipitations, pluie ou neige. Y a-t-il eu une évolution du climat ces dernières années? Au Fossa, la température moyenne de janvier est inférieure à moins 2 degrés et en juillet inférieure à 12 degrés. Entre 1978 et 1984, la moyenne annuelle de la température était de 3,3 degrés. On observe ces dernières années une baisse de l'enneigement et une modification de la répartition des précipitations sur l'année. La minute Jean-Claude. J'ai le souvenir d'un conteur qui racontait l'histoire d'un berger du Cantal qui disait en quelque sorte que plus ce berger il montait sur sa montagne, plus il devenait un géant, plus il appartenait à la montagne, parce que quand il était là-haut, en fait, il faisait partie du paysage et en même temps, il observait des choses qui sont différentes là-haut de ce que tu peux voir en bas. Parce que tu as la mer de nuages qui peut arriver un jour, le lever de soleil qui peut être magnifique un autre jour. Donc tout un côté où quand tu es sur une montagne, tu ne peux pas rester insensible en fait à ce qui se passe, aux manifestations des éléments, du soleil, du vent, de la pluie, de l'orage, etc., qui donnent des couleurs, des ambiances. Et est-ce que toi, tu partages un peu ce côté poétique ou observation du paysage et de ces ambiances montagnardes aussi? Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis là. Parce que oui, c'est pas évident à expliquer. Là, ça peut paraître très technique, ça peut paraître très professionnel et autres, mais non, il y a un côté poétique que je vois changer parce que changer, je suis pas très vieux, mais qu'on prend de plein fouet quand on est en haut de la montagne. Ouais. Et faut l'apprécier, faut l'observer, faut rester un peu modeste aussi. Ça nous apprend ça, je pense, être berger. Tu as le temps d'observer ce qui se passe autour de toi. Alors, du coup, j'ai le temps d'observer, mais il faut apprendre à observer aussi. C'est-à-dire que cette finesse un peu d'analyse-là, je ne l'avais pas les premières années. On n'est pas berger dès la première année, on le devient un peu. Et observer, ouais, ça laisse de la place dans ta tête, le métier de berger. Donc tu prends du recul, tu analyses. Et si tu le fais pas, tu passes à côté du métier. Parce que la montagne, en plus, elle nous offre des trucs superbes, quoi. Le troupeau aussi, la brebis sur la montagne, moi, voir les chiens faire ce qu'ils font, ouais, il y a un côté un peu poésie. Ouais. Voici maintenant les 67 raisons d'aller à la vallée du Fossa. Manger du fenouil des Alpes. Discuter avec l'éleveur Daniel de Seigne. Découvrir des plantes protégées. Découvrir des roches comme le granit. Découvrir des animaux comme les vaches salaires qui montent en estive l'été. Découvrir une vallée glaciaire en forme de U. Faire de la randonnée. Profiter de la vue et de la nature. Bien rentabiliser la nourriture. Découvrir des traces du passé. Découvrir un espace 100% naturel. Voir des moutons en pâturage sur les hautes chaumes. Faire du camping et se geler les fesses sans polluer. Découvrir de nouvelles plantes comme l'épinard sauvage. Se tordre une cheville dans les cailloux. Se faire piquer par des insectes. Être au calme. Se déconnecter du réseau téléphonique. Tester la résistance au froid de nos vêtements. Apprendre à apprivoiser les bêtes sauvages. Trouver l'inspiration pour écrire des livres. Goûter des trucs bizarres. Vérifier que nos vêtements sont étanches. S'éloigner de tout. Voir des animaux dans leur milieu. Voir comment est faite une chasserie.
Ramasser du charbon. Observer des champignons et des végétaux avec la loupe de botaniste. Écouter les explications de Manon, gestionnaire forestière. Écouter les confidences d'Esteban le berger. Faire des croquis de paysage. Patauger dans le ruisseau. Apprendre comment fonctionnait une verrerie. Danser sous la pluie. Se rouler dans la boue. Faire du feu avec de l'amadou. Avoir peur de l'orage. Sentir l'odeur de la forêt. Interviewer Jean-Claude. Dormir dans la mousse. Grimper dans les arbres. Admirer de beaux paysages. Parler avec les oiseaux. Écouter le son de la forêt. Sentir l'humidité et l'odeur de la terre. Écouter la chouette de Tegmalm. Prélever des échantillons de végétaux. Attraper un rhume. Enregistrer le son du ruisseau et les cloches des vaches. Écouter le bruit de nos pas dans les feuilles sèches. Enregistrer le bruit des gouttes sur les feuilles des hêtres. Partager ses sandwichs avec ses amis. Devenir des journalistes. Sortir du collège. Apprendre autrement. Nouer des liens avec la nature. Câliner les chiens du berger. Devenir des pros de la biodiversité. Supporter courageusement les virages dans le trajet en bus. Passer une journée sans matériel scolaire. Inonder son cahier du Fossa. Faire connaissance avec les animateurs du parc naturel Livradois-Forez. Ne faire qu'un avec la nature. Et venez à la montagne, venez voir les bergers, alors sauf quand ils font la sieste, hein, mais venez voir les bergers, venez discuter, faites attention aux brebis, faites attention à la montagne. Voilà, c'est la fin de notre dernier podcast qui met fin à notre projet autour de la vallée du Fossa. Nous avons adoré travailler à vous faire découvrir ce milieu. Nous remercions encore le conseil départemental du Puy-de-Dôme et le parc naturel régional Livradois-Forez et surtout Audrey Jean et Jean-Claude Corbel. Et maintenant, allez, le Fossa vous attend.